Picoty Solaire, expert en solutions photovoltaïques pour un avenir durable. Et Akena, la reine des vérandas et des pergolas, vous présente Sud Radio, la planète demain. Christophe Debien. Bonjour et bienvenue sur Sud Radio, la planète demain, l'émission qui donne la parole aux acteurs de la transition écologique raisonnée mais surtout positive. Alors en seconde partie de cette émission, nous aurons l'honneur d'accueillir Alain Poincheval, directeur des opérations de la société Reju. Mais pour l'heure, nous avons le plaisir de recevoir Ehsan Emami, président fondateur de la société Covoltis. Bonjour Ehsan. Bonjour. Alors, réduire la facture des usagers de la voiture électrique, c'est le pari qu'a fait Covoltis. Vous avez commencé à vous intéresser au secteur de l'énergie et particulièrement à celui des énergies renouvelables en créant cette société Covoltis. Mais quel est le point de départ réellement de cette société ? Au départ, on a fait le constat, j'ai fait le constat en participant à des réunions, discussions, déjeuners, qu'il y avait un vrai point de manquement dans la réflexion de ce qui sépare l'utilisateur qui veut juste charger son véhicule et le réseau électrique qui subit une pression de plus en plus importante quand les véhicules chargent. Surtout quand demain, il y aura des centaines de milliers de véhicules électriques qui vont charger en même temps et tirer de l'électricité sur le réseau. Imaginez les ballons d'eau chaude, on les connaît, il y a 20 millions de ballons d'eau chaude en France. Eh bien, vers 22h, 23h, quand les ballons commencent à fonctionner, le réseau électrique est saturé. Et donc, vous avez plus de moyens de production qui sont lancés à ce moment-là pour répondre aux besoins des ballons d'eau chaude. Alors, imaginez ce que serait demain la même chose, mais avec des véhicules électriques qui sont beaucoup plus puissants, avec des demandes d'électricité plus fortes. Et donc, quand il y a un problème, il faut trouver une solution. Et en face de cette solution, c'est un mélange de solutions matérielles, logicielles, de l'IA. On a imaginé ce qu'on pourrait faire pour apporter notre pierre à l'édifice, de sorte que demain, la recharge soit aussi un élément qui apporte un plus au réseau électrique. Alors, nous l'aurons tous compris, Covoltis est une solution de recharge pour véhicules électriques. Mais quelle est la solution qui la rend si singulière ? Le fait qu'on puisse adapter les cycles de recharge de l'utilisateur en fonction de ce qui se passe sur le réseau, aussi bien la disponibilité, l'abondance de l'électricité, qui se traduit par un tarif plus intéressant quand l'électricité est abondante, mais également en tenant compte du besoin de l'utilisateur. Quand l'utilisateur, par exemple, dit qu'il souhaite quitter son bureau à 18h, on le traite différemment de son collègue qui veut partir à midi. Celui qui part de chez lui le matin à 8h, on le traite différemment de celui qui part à 6h du matin. Donc, en fonction de ce qu'il a exprimé comme besoin en termes d'heure de départ ou de quantité d'électricité, on priorise différemment donc le besoin et également l'heure de départ, et ce qui fait qu'on a une intelligence en plus qu'on apporte à l'utilisateur. Alors, cette société, cette entreprise Covoltis, vous l'avez fondée en France en 2019 ? 2019, absolument. Aujourd'hui, de combien de bornes de recharge pour véhicules électriques dispose-t-elle depuis sa création ? Alors, nous avons 2000 bornes qui sont en exploitation, gestion par Covoltis. Et également, nous avons lancé une nouvelle génération de bornes baptisée Cobox Mini, donc qui est sortie des chaînes de production, qui a été certifiée Origine France Garantie. C'est la première borne de recharge certifiée Origine France Garantie, qui, elle, sera vendue à tout autre installateur, gestionnaire, qui voudront l'installer, qui aura tous les éléments d'intelligence dont on parle. Alors parlons un peu d'avenir. Combien de bornes de recharge envisagez-vous de commercialiser d'ici 2026, par exemple ? Écoute, ce qu'on veut, en fait... C'est-à-dire dans l'année 2025. Alors, 2026, 2027, on veut avoir un rythme de 10 000 bornes par an qui soient installées, exploitées par Covoltis. Mais si on regarde la partie vente de bornes à des tiers, on peut espérer même aller au-delà en termes de nombre de bornes vendues. Alors, c'est un secteur plutôt concurrentiel, les bornes électriques. Qu'est-ce qui différencie Covoltis des autres acteurs du marché, selon vous ? Nos bornes sont d'abord prêtes pour les évolutions à venir. Celui qui achète une borne Covoltis, il sait qu'il investit dans quelque chose qui va durer pendant des années. Il y a une norme qui, de manière barbare, s'appelle ISO 15118, qui veut rien dire dans l'absolu pour le commun des mortels, mais qui signifie que la borne est bidirectionnelle. La borne est bidirectionnelle, donc prête pour les véhicules avec du V2G, comme on dit, de V2G, qui arrivent sur le marché, qui fait que la borne installée chez vous pourra demain prendre du courant de votre véhicule, alimenter la maison pendant les heures de pointe, vous faire économiser de l'argent, mais également participer à l'équilibrage et à la flexibilité du réseau électrique.
Alors, pour développer toutes ces bornes électriques, et notamment le nouveau modèle de cette borne incroyable, vous avez sans doute un service recherche et développement Oui. Chez Covoltis. Est-ce qu'il est développé en propre par votre entreprise ? Absolument, tout à fait. Complètement. Alors, vous possédez aussi une certification Origine France. Qu'est-ce que cela signifie précisément ? Ça veut dire que la plus grande partie de la valeur ajoutée du produit est produite en France. Voilà. Donc, on a une borne qui est en pratique fabriquée dans une usine d'un partenaire qui s'appelle Billing Solutions, qui est dans la Sarthe, donc pas très loin de Paris, qui fabrique la carte électronique, qui assemble la carte électronique dans un boîtier qu'on lui fournit, qui tout est testé, calibré, mis dans des très belles boîtes et sort donc, on prend les bornes à ce moment-là, on les envoie chez des logisticiens et on les distribue vers les distributeurs, les installateurs, etc. Alors, une question subsidiaire, où est fabriqué le reste des produits ? Certaines bornes en Europe, rares en France, mais il y a des bornes en France, mais disons que on est la première borne à avoir obtenu cette certification qui est quand même un gage de plus de, je dis pas sérieux, mais quand même de qualité. En tous les cas, les gens viennent contrôler, viennent auditer. Donc, on est tout à fait clair sur son fait. Et puis, certaines bandes viennent forcément le plus grand nombre de bandes viennent d'Asie en général, parce que oui, c'est là où c'est souvent ce que l'on entend. Oui, absolument. Alors, vous parliez de bornes intelligentes. Comment fonctionne l'intelligence des bornes ? Il y a deux niveaux d'intelligence en pratique. Il y a un niveau, on va dire, très rapide en réaction. Vous êtes chez vous, vous consommez de l'électricité parce que vous chargez votre véhicule et vous ne voulez pas que votre maison disjoncte. En l'occurrence, ça, c'est de l'intelligence locale au niveau de la maison avec un petit boîtier qui s'appelle le commuteur qui envoie à la borne des informations sur ce qui reste disponible au niveau du compteur. Si vous dépassez le maximum, on dit à la borne baisse ta puissance parce qu'il ne faut pas faire disjoncter la maison. Donc, c'est l'intelligence locale très rapide en temps réel. Une intelligence de deuxième niveau qui est plus complexe, où on fait de l'IA, qui est gérée au niveau des serveurs de Covoltis, où chaque besoin que vous exprimez sur l'application est renvoyé au serveur, donc serveur hébergé en France, et qui fait des calculs et qui envoie à la borne un programme de charge, de sorte que la borne adapte sa puissance par tranche de quart d'heure en fonction du tarif d'électricité et de la disponibilité d'électricité et forcément de ce que l'utilisateur a demandé, est-ce qu'il est pressé ou pas, etc. Alors, vos bornes électriques pour véhicules sont-elles accessibles et adaptées à tous ? Complètement. Vous savez que au niveau des prises des bornes, les bornes sont équipées de prises qu'on appelle type 2, parce que c'est un standard européen. On trouve ces prises sur l'ensemble des véhicules du marché. Et la Cobox Mini vient avec une version avec câble attaché. Nous sommes, je pense, la première borne de recharge avec câble attaché muni d'obturateur, qui est une nécessité sur les aspects sécurité en France. Alors, une question qui me vient à l'esprit, parce que quand on parle de bornes, qu'on a une voiture électrique, qu'on se recharge, en moyenne, quels sont les temps de recharge pour un véhicule moyen, moyen, dit moyen ? En fait, quand vous chargez chez vous, vous avez une puissance de charge qui est limitée par la puissance de votre compteur. Oui, bien sûr. Même si vous êtes, imaginons, dans une maison en triphasé, c'est rare ensuite que la voiture, elle, puisse charger au-delà de 11 kW de puissance pour une voiture électrique en courant alternatif. Donc, si vous avez une batterie qui fait 60 kWh, ce qui est assez commun aujourd'hui, rares sont les voitures qui sont vides, parce qu'on n'ose pas rouler avec une voiture électrique qui soit presque vide, mais je dirais qu'en 4 heures, 5 heures, votre voiture est remplie. Donc, bien suffisante en termes de durée. Si vous passez la nuit chez vous de manière tranquille, donc 4-5 heures, c'est vraiment pas beaucoup. Comparé à la demi-heure que vous passez en général sur l'autoroute pour atteindre 80%. Et où elles sont placées, vos bornes ? En fait, en général, bien sûr. Bien sûr. En fait, on a beaucoup de bornes installées dans les hôtels. Oui. C'est ce qu'on appelle la recharge à destination. On considère que les recharges sur autoroute sont une nécessité, mais quand vous arrivez sur le lieu de votre vacances ou votre point de passage, vous avez intérêt à pouvoir charger à moindre coût par rapport aux autoroutes. Donc, on est partenaire de beaucoup de chaînes d'hôtels où on installe les bornes, on les finance en plus, c'est-à-dire qu'on installe les bornes dont on reste propriétaire et le client qui vient, en fait, il charge sur nos bornes, mais un service qui est mis à disposition des hôtels. On met des bornes dans les entreprises, on a pas mal de partenaires, des clients entreprises qui permettent à leurs voitures, aux voitures de service, aux voitures qui sont de passage de charger, et bien sûr chez les particuliers, parce que c'est forcément, vous passez beaucoup de temps chez vous. Le propre même de la recharge, et c'est ça qu'il faut distinguer par rapport au carburant, c'est que pourquoi vous allez à la station de service ? Parce que vous n'avez pas de tuyau de carburant à la maison. Si vous aviez un tuyau de l'essence à la maison, vous auriez rempli votre voiture à la maison. Donc,
tout le monde dispose de l'électricité, il faut toujours privilégier là où on peut charger facilement pour éviter de perdre la demi-heure qu'on peut perdre en train de faire de la recharge rapide. Et grâce à ce type de nouvelles technologies, est-ce que, selon vous, alors je connais à peu près la réponse, mais est-ce que rouler en électrique est réellement plus économique que rouler en véhicule thermique ? La réponse est oui, même si beaucoup d'articles ou d'éléments veulent faire croire le contraire. Globalement, si vous chargez sur autoroute, sur les stations les plus chères, vous êtes même encore un peu moins cher que le carburant. En revanche, si vous chargez à destination dans les hôtels, voire chez vous ou dans les parkings d'entreprise, là, vous êtes beaucoup moins cher. Le ratio est de l'ordre de 4 à 5. Donc imaginez 4-5 fois moins que ce que vous payez en carburant. Bien sûr. Alors en 2024, le leasing social avait procuré un effet d'aubaine ponctuel pour quelques modèles d'entrée de gamme. Mais par ailleurs, les règles d'éligibilité au bonus écologique ont été très durcies. Et en 2025, des bonnes nouvelles pour la voiture électrique et la recharge, selon vous ? Alors, je pense que vu les contraintes budgétaires que tout le monde connaît, le gouvernement aura certainement du mal à lâcher beaucoup d'argent pour quelques projets que ce soit. En revanche, dès qu'il y a du bonus, c'est bien qu'il y ait du bonus pour lancer des marchés, mais on voit bien l'électrique commence quand même à prendre sa place quand on a dit que les voitures chinoises, par exemple, en importation, n'auraient pas droit à des aides. Pourtant, les Chinois vendent leurs véhicules. Et je pense que le jour où il n'y aura peu ou pas d'aide du tout pour les véhicules électriques, les constructeurs adapteront leur prix de sorte que le marché continue à exister. Alors, est-ce que vous auriez quelques conseils à nous donner, à nos auditeurs et auditrices pour préparer un voyage, notamment un départ en vacances, lorsqu'on est propriétaire d'un véhicule électrique ? Absolument. Déjà, charger son véhicule sur des bornes en courant alternatif pour ne pas abîmer les batteries et atteindre 100% de charge avant de partir, de ce que vous ayez le maximum d'électricité pas cher avant de partir. Prévoir quelques points d'arrêt sur la route, ne pas rouler très vite. Si vous roulez à 110 ou à 130, il y a une différence de consommation qui fait que vous perdez quand même quelques kilomètres. Et ensuite, gardez de la place vide sur la batterie pour charger à destination, parce que là encore, vous allez économiser. Merci Essam Emami, président fondateur de la société Covoltis, qui a fait le pari de réduire la facture des usagers de la voiture électrique. On se retrouve dans un court instant avec notre French Trotter national adoré, j'ai nommé Thibaut. À tout de suite sur Sud Radio. Picoty Solaire, expert en solutions photovoltaïques pour un avenir durable. Et Akena, la reine des vérandas et des pergolas, vous présente Sud Radio, la planète demain, Christophe Debien. Eh oui, et nous accueillons Thibaut, notre French Trotter national habituel. Bonjour Thibaut, vous êtes intéressé à un lieu très singulier qui accompagne le public dans une transition écologique concrète. Exactement Christophe, il s'agit de la maison du zéro déchet, installée au cœur du 12e arrondissement de Paris. Et bien plus qu'un simple lieu, c'est un véritable centre de ressources et de sensibilisation où tout est pensé pour faire découvrir un mode de vie plus respectueux de la planète. Un mode de vie qui passe notamment par la réduction de nos déchets du quotidien. Et là-bas, j'ai rencontré Stanislas, qui fait partie de l'équipe permanente. Il va nous détailler le concept de cette maison zéro déchet. L'objectif, c'est de transmettre le zéro déchet au quotidien et de diminuer les déchets et la consommation, le tri, etc. On propose plusieurs choses. On a du coup déjà le café associatif. On a aussi la boutique zéro déchet avec des objets du quotidien qu'on peut acheter qui sont zéro déchet. Et puis on a aussi une partie librairie. Et puis aussi, on va pouvoir organiser des programmes grand public ou sinon des événements comme par exemple demain un éco-bingo mais basé sur le milieu de l'écologie avec des lots à gagner. Voilà, et puis du coup vu qu'on reste une association, on a aussi beaucoup de bénévoles qui sont vraiment une partie importante de l'association et qui participe beaucoup à la construction et à la vie du lieu. On a parlé de la partie boutique. Alors quels sont les produits qui marchent le mieux ? Alors les produits qui vont marcher le mieux, on va retrouver nos lessives avec les bouteilles en verre qui sont consignées, c'est-à-dire que vous venez acheter votre lessive et une fois que vous l'avez finie, vous pouvez venir la rendre ici et puis en reprendre une autre avec du coup 1 € de consigne qui seront déduits sur l'achat de la prochaine et ça fait une économie circulaire, ça minimise les déchets au maximum. On va retrouver aussi nos produits cosmétiques comme le dentifrice ou le shampoing qu'on va retrouver en vrac, c'est-à-dire que ça va être sous forme solide et sans emballage pour minimiser au maximum les déchets. En gros, si on résume, un produit zéro déchet, c'est un produit sans emballage ou avec un emballage minimal et un produit qui se recycle.
Alors pas forcément, c'est juste, nous on aime bien dire que le meilleur déchet c'est celui qui n'existe pas ou qu'on ne produit pas. C'est pour ça qu'on va pouvoir proposer soit des produits en vrac ou les produits qui sont obligés d'être dans des contenants. On va essayer d'utiliser du coup du verre par exemple et pas du plastique. Il y a aussi d'autres produits ménagers, brosses en fibre d'agave. Oui voilà c'est ça. Par exemple pour faire votre vaisselle, on va proposer justement des brosses qui sont plus écologiques, ou sinon pour éviter d'utiliser du film plastique sur des aliments que vous voulez consommer le lendemain, on propose des charlottes à mettre sur des Tupperware. Vous appelez ça des recouvre-bols? Des recouvre-bols, oui. Donc c'est lavable évidemment. Bien sûr. Il y a une vaste gamme de produits à la fois pour l'entretien, pour les soins du quotidien. Les personnes qui viennent ici, les clients de la partie boutique, sont des gens qui sont déjà sensibilisés au zéro déchet, ou alors faites de la pédagogie, ou faites découvrir un petit peu le zéro déchet? Alors il y a des gens qui connaissent déjà le zéro déchet et qui sont très investis, mais il peut aussi y avoir des gens qui vont passer juste devant le lieu et qui vont être intrigués, et du coup ils vont pouvoir rentrer et faire le tour et même poser la question de qu'est-ce que c'est le lieu en fait, qui vous êtes, et nos bénévoles sont là aussi pour expliquer le principe du lieu et la démarche derrière tout ça. Réussir à sensibiliser de nouvelles personnes dans le zéro déchet, c'est une belle mission et c'est un accomplissement à chaque fois qu'on réussit à ramener de nouvelles personnes dans ce milieu-là. Merci beaucoup Thibaut. Alors tous les renseignements sont sur le site internet bien sûr, lamaisonduzérodéchet.org. On se retrouve dimanche prochain Thibaut pour un nouveau reportage en immersion. À très vite. Et nous voilà de retour dans les studios de Sud Radio, La Planète Demain, où nous accueillons maintenant Alain Poincheval, directeur des opérations de la société Réju. Bonjour Alain. Bonjour à tous. Alors il faut savoir que dans le monde, nous produisons 92 millions de tonnes de déchets textiles chaque année, mais moins de 1% de cette quantité serait actuellement recyclée. Réju est une entreprise de régénération des matériaux qui se concentre sur la création de solutions innovantes pour le recyclage des textiles en polyester et des déchets en PET. Grâce à sa propre technologie, d'ailleurs, Réju vise à établir un écosystème circulaire pour le recyclage des textiles afin de réduire la quantité de plastique que l'on peut y trouver dans ces textiles. Vous avez donc créé un nouveau système circulaire et une nouvelle infrastructure pour récupérer, régénérer, recycler les déchets textiles à grande échelle, si j'ai bien compris. Et d'abord, connaissez-vous quelle est la quantité de textiles et de polyester que nous produisons et consommons ? On commence par les maths, donc il faut des fois en faire un petit peu pour commencer à fixer le problème. Parce que ça va plaire à tout le monde, je suis sûr. Le rapport de production est paru en 2024. Pour l'année 2023, on a produit un pic de polyester à 123 millions de tonnes de fibres textiles. Quand on parle de fibres textiles, pour simplifier les choses, on va dire la moitié c'est du coton et de la viscose, et l'autre moitié c'est du polyester. Donc on se voit bien déjà, 123 millions de tonnes, donc la moitié c'est du polyester, et tout ça c'est origine fossile. Oui, c'est ça. Oui. Le problème étant pas le fait qu'on ait produit une quantité pareille, parce que les prédictions montraient et montrent qu'on va continuer à produire davantage, la population augmente, et ça fait partie des préoccupations de chacun dans le monde, de pouvoir s'habiller correctement. Mais le problème, c'est la façon dont on le produit. Et la production aujourd'hui de fibres textiles, essentiellement, est un modèle parfaitement linéaire. Quand je dis parfaitement, c'est extrêmement bien huilé. Et depuis l'extraction de la matière fossile jusqu'à la mise en vente sur l'étalage de la marque, on est parfaitement linéaire et très bien huilé depuis plusieurs décennies. Avec un seul problème, c'est qu'à la fin, ça finit dans la poubelle. Alors justement, comment peut-on réduire cette consommation ? Alors le problème, je pense, c'est pas forcément de la réduire, même si ça fait partie des préoccupations de nos clients, qui sont les grandes marques de textiles. Le problème, c'est d'utiliser mieux cette ressource. Et donc, c'est ce que propose Réju, qui est une société qui se positionne en tant qu'acteur de la circularité. Pourquoi aujourd'hui ce sujet-là n'est pas pris en compte à sa juste valeur ? C'est parce que, premièrement, il n'y a pas de technologie qui existe de manière industrielle, chose que Réju a résolue à travers ses centres de recherche. Et il y a aujourd'hui la nécessité d'agglomérer autour de soi des acteurs de la circularité, que ce soit les acteurs de la mode et du textile, et de l'utilisation du textile, mais aussi des acteurs de la collecte et du tri.
Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, quelque chose est en train de se produire dans ce milieu-là, avec une prise de conscience de nos clients, mais aussi du consommateur, et une prise de conscience également qu'il y a quelque chose à faire pour briser cette linéarité et apporter de la circularité. Alors, quel est votre rôle, justement, dans tout ce vacarme de textile polyester? Le vacarme du textile polyester. Notre rôle, c'est essentiellement de régénérer cette molécule. On est une société qui avons la possibilité, par notre procédé, de régénérer cette molécule et non pas de la recycler. C'est-à-dire qu'on propose à nos clients et donc aux consommateurs ultimes une molécule, donc un produit polyester de meilleure qualité. Meilleure qualité en durabilité, c'est-à-dire qu'il va durer plus longtemps dans vos armoires, il va avoir un meilleur toucher, une meilleure couleur plus durable. Et il va également s'attaquer à des problématiques que tout le monde aujourd'hui craint, ce sont les microplastiques. Les microplastiques, c'est la tendance qu'ont les matériaux à s'effilocher et donc à se retrouver dans l'eau et dans les milieux naturels et par là même à polluer toute la chaîne alimentaire. Donc Rijou, en proposant à ses clients ce produit de meilleure qualité, propose en fait une alternative à un modèle linéaire qui est un modèle de recyclage avec une particularité, c'est-à-dire que ce modèle est infini. C'est-à-dire que vous pouvez prendre exactement la même fibre, la remettre dans le cycle de régénération et reproduire à l'infini une molécule de meilleure qualité. Alors, j'ai entendu aussi que vous aviez créé Régénération Hub Zero. Alors, c'est peut-être en anglais d'ailleurs. Ouais. Faut peut-être le dire différemment. Ouais, c'est une usine de démonstration. Ah, c'est une usine de démonstration, d'accord. Ouais. Alors justement, j'allais vous poser la question de savoir ce qu'était cette Régénération Hub Zero et qu'est-ce que vous y faites dans cette usine précisément ? Alors, c'est une usine de démonstration. Alors, la première chose qu'on se dit, c'est quoi une usine de démonstration ? C'est quoi la différence entre une usine qui est dans un labo, enfin un laboratoire ? Là, c'est une véritable usine de production à petite échelle. On va traiter et donc régénérer 1000 tonnes an de polyester pour démontrer le fait que notre technologie peut aller vers un modèle industriel à l'échelle. Et on s'engage sur des productions peut-être 50 ou 100 fois plus élevées dans la dimension industrielle. Pourquoi on a besoin d'une usine de démonstration ? C'est déjà pour rassurer les clients, leur montrer que ça marche, et puis rassurer les investisseurs. Montrer que le produit a une légitimité à être accompagné dans le développement. Et ça s'est rendu possible. Pourquoi ? Parce que Rijou est une société 100% détenue par Technip Energies, qui est un leader dans le monde et en Europe et en France notamment de technologie. Et avec les compétences de Technip Energies, on a pu développer cette usine de démonstration en moins d'1 an, ce qui est pratiquement un record dans tout le domaine industriel. Alors, je sais que Rijou utilise une technologie singulière. Quelle est-elle ? Alors, on utilise une technologie singulière en ce sens qu'elle a un petit secret. Elle repose sur la dépolymérisation, pour le faire simple, du plastique, qui est une réaction inverse à la polymérisation. Donc on essaye par un procédé chimique qu'utilise un solvant chimique, on essaye de renverser la réaction chimique. Donc ça, c'est le principe de base. Il est connu depuis 40 ans, 50 ans, depuis qu'on fait du polyester. Sauf que c'est une réaction très difficile à mettre en œuvre et qui est très très lente. Et là où Rijou a mis la main sur quelque chose, c'est avec le développement qu'il a fait avec IBM aux États-Unis, qui à l'origine voulait utiliser cette technologie pour résoudre ses problèmes de plastique sur ses semi-conducteurs. Comme quoi, ça mène à tout. Et il a inventé, ou tout au moins il a découvert, un catalyseur. Et le catalyseur fait toute la différence dans la technologie. Après, il faut avoir un savoir-faire. C'est ce qu'on a mis en œuvre avec les compétences de notre centre de recherche et développement à Francfort. Merci beaucoup Alain Poincheval, directeur des opérations de la société Rijou. On se retrouve sans faute dimanche prochain sur Sud Radio, La Planète Demain, avec des nouveaux acteurs de l'écologie positive. À la semaine prochaine. Merci beaucoup.
Akena, expert en carport et pergola solaire pour des économies et un avenir durable. Et Picoty Solaire pour que l'avenir s'éclaire avec des choix durables. Vous ont présenté Sud Radio, la planète demain, Christophe Debien.